Cette semaine, le fondateur de Behance, qui travaille maintenant pour Adobe, passe à Paris et nous présente le futur du design et du designer. Adobe en français, a organisé cette semaine au Palais de Tokyo une soirée centrée sur le futur du design. Je laisse Stéphane Baril vous présenter la soirée. Alors ce soir, on avait la chance d'avoir sur scène donc Rufus comme maître de cérémonie qui a introduit deux personnes, Scott Belsky qui est le Chief Product Officer à Adobe, donc un VP sur le Creative Cloud, donc c'est lui qui a toute la vision du Creative Cloud et l'évolution du futur, qui nous parlait justement de la vision d'Adobe et sa vision du futur des technologies et du design au sens large. Et puis ensuite, on avait un artiste extraordinaire qui s'appelle Tirsa, qui fait du lettering, qui vient du graffiti et qui a travaillé pour la plupart des grandes marques, des grandes causes. Et donc, c'était un petit peu la fête du design ce soir. Quel est le prochain grand événement Adobe ? Le prochain grand événement à ne surtout pas rater, c'est Adobe Max, c'est en octobre. Et c'est effectivement 3 jours, c'est la grande messe Adobe. C'est là où on annonce toutes les nouveautés, toutes les innovations dernières, ainsi que tout un tas de ce qu'on appelle des sneak peeks aussi. On montre des choses qui sont dans nos labs, qui ne sont pas encore des produits. Et donc avec plein de sessions, des breakouts et plein de créatifs. Et chaque année ça augmente, donc j'espère qu'on vous y verra tous. J'étais vraiment impatient de la première partie de la soirée qui allait être animée par Scott Belsky, dont je suis vraiment fan depuis plusieurs années parce qu'il organise tous les mois de mai au Lincoln Center à New York la conférence 99 New, auquel je me rends presque chaque année et qui a été l'inspiration des Creative Day que j'ai organisé pendant plusieurs années dans des écoles de design. Ensuite, parce qu'il a publié un bouquin que je conseille toujours, qui est Make Ideas Happen, qui dit en gros et en résumé que les idées, c'est pour les losers et que ce qui compte, c'est les réaliser. Et ensuite, parce qu'il a créé le réseau social de créatifs Behance, qu'il a ensuite revendu en 2012 à Adobe et qui fait partie désormais du Creative Cloud d'Adobe. Alors Scott, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Hello Scott. Hey everyone, how are you? Thanks for being at the Future of Design event. I'm excited to be here in Paris. We've got just an incredible group of people with so much energy here from different fields, all talking about the future of design. And obviously I also take this opportunity to go out and meet with customers, get a sense of what we could be doing better, what people's ideas are in terms of how tools can improve, so it's always a treat. La seconde partie a été plus inspirante avec la présentation d'un designer qui vaut le détour, Alexis Tayeb, alias Tirsa, qui nous a raconté son parcours de graffeur à designer typographe. Bonjour, je m'appelle Alexis, Tirsa, c'est mon pseudo. Donc je suis graphiste avec une spécialisation pour la typographie, parce que j'aime la typographie plus que tout. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est beaucoup de travail qui tourne autour de la typographie, donc ça peut être de l'identité visuelle, ça peut être de la campagne de publicité, du lettrage, du lettering. Et en gros, j'ai commencé par le graffiti. Donc on me demandait comment je suis passé de passion à métier. Et c'est vrai que le graffiti a fait en sorte que je découvre un peu ce travail de typographie. À la base, typographie, graffiti, donc très compliqué à comprendre. Et je l'ai amené dans quelque chose de plus lisible. Et pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les gens comprenaient le message et le fait de faire comprendre le message que j'écrivais à tout le monde, ça plaisait plus qu'un graffiti qui était compris que par les graffeurs. Et j'ai fait une école de graphisme, j'ai fait Elisa, j'ai fait les Gobelins ensuite. Et une fois que j'ai amassé toutes ces connaissances, j'ai amené mes connaissances de typographie avec mes connaissances du graffiti pour en faire mon métier. Donc je ne vais pas dire typographe parce que c'est un métier beaucoup trop noble pour que je me considère typographe, mais de graphiste spécialisé en typographie. Super, merci à toi. Merci beaucoup. Maintenant, prenons les tendances qui ont été présentées par Scott Belsky d'Adobe, en s'inspirant du parcours de Tirsa. Et en utilisant mon expérience de collaboration avec des designers pour le compte de plusieurs clients, j'ai identifié 5 tendances de fond qui vont transformer le design et le métier de designer. La première tendance est plutôt une question. Est-ce que nous allons tous devenir designers ? Il est légitime de se demander si les designers ne sont pas en train de perdre le monopole de la créativité en entreprise, car le design est en train de devenir un sujet de formation pour les managers, comme la gestion du temps ou la communication positive l'était dans les années 90. Historiquement, pour devenir un designer, il fallait suivre des études de dessin industriel ou d'ergonomie avant de se spécialiser en design industriel pour espérer un jour avoir un job dans un bureau d'études. À l'époque, être designer n'était pas forcément une vocation, il n'était pas reconnu. C'était un peu la dernière place de la carotte. Depuis, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, nous avons eu Apple et Johnny Ives qui ont démocratisé l'idée que le design était important et sans doute créé de nombreuses vocations.
Ensuite, il y a eu IDEO, qui a popularisé la méthodologie du design thinking, qui s'est faufilé en entreprise au point de devenir la formation managériale à la mode. Et enfin, en même temps, Adobe a commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans ses outils, les rendant de plus en plus simples à utiliser, et en plus a introduit le Creative Cloud qui permet de collaborer plus facilement. Alors oui, je sais que certains vont me dire que ce n'est pas en remplissant un test dans un magazine féminin que l'on devient psychologue. J'ai bien compris qu'être designer demande de l'intelligence émotionnelle, de la créativité, de la curiosité et plein de compétences variées qui vont de l'empathie pour cerner le problème à résoudre à des talents de négociation pour persuader un client. Et j'ai bien vu que les écoles de design comme Strat ont suivi cette commoditisation du design en se renouvelant et en proposant des carrières diversifiées à leurs étudiants. Mais n'empêche, quand je vois que des médecins sont formés au design thinking et que depuis que l'automatisation menace nos jobs, on nous rabâche à longueur de temps que seuls les métiers qui font appel à la créativité et à l'empathie sont à l'abri, eh bien, les formations managériales intègrent désormais de plus en plus le design et la créativité. À mon humble avis, cela risque de motiver les designers qui souhaitent rester compétitifs vers de nouvelles expertises en neuroéconomie, en ingénierie pédagogique ou en relations commerciales. Ensuite, je pense que les designers vont devenir des programmeurs, des curateurs, voire des sélectionneurs de projets finaux, et pas forcément ceux qui font le travail, qui mènent le projet de A à Z. A lot of people ask me, will artificial intelligence do creativity someday? And I think the answer is no. What I think AI will do is it will do everything you don't want to do. So if you look at a designer or a photographer or someone else's, a creative professional's workflow, what they spend their time on, their hours every single day, so much of it is spent doing very mundane, repetitive, annoying work. And the question is, if we could automate some of that for you, then maybe you could spend your energy on the creative insight, on the real value-added creativity. Parce qu'en rebondissant sur la tendance de l'IA, il y a une étape qui nous reste à atteindre avant que l'on perde tous notre job, c'est celui de la cobotisation, dans lequel l'ordinateur complète les capacités humaines. Pour le designer, ce moment est maintenant. Et je pense par exemple aux formes de Michael Hansmeyer et ses piliers aux millions de facettes. Et pour rester dans l'art, d'ailleurs, la conférence de Scott s'est terminée sur un projet en réalité augmentée artistique. The point is that the world will be increasingly augmented. There will be art everywhere we go. Discovered art by people that just left it there. There will be information that makes our lives easier. But you know what? Augmented reality will be nothing if creative people aren't able to contribute to it. It will be a void land of nothing. And so what we are trying to do is help make sure that designers, photographers, and animators, and motion graphics artists, and videographers are able to take their work and easily contribute it to the augmented reality world. Mais il n'y a pas que l'art et Adobe qui sont concernés. Il y a d'autres logiciels, je pense notamment à Autodesk avec Dreamcatcher, qui peut assister le designer en lui proposant des variations de son propre travail. Pour cela, le système doit être nourri des contraintes, doit être nourri des directions à suivre et du problème à résoudre par le designer. Finalement, le design final est ensuite sélectionné par le designer parmi des propositions que lui aura fait l'IA. Et je pense que dans cette approche dans laquelle l'homme et la machine se complètent, on peut être plutôt optimiste. Nous commençons d'ailleurs à en voir le résultat en architecture avec le paramétricisme, mais également dans le jeu vidéo avec notamment le flop de 2016, No Man's Sky, dont l'univers a été créé par la techno de la génération procédurale. Avec toutes ces transformations, les designers vont devoir plus que jamais devenir les curateurs des tendances en cours et des émotions liées à ces tendances, et intimement comprendre les attentes exprimées et non exprimées de leurs clients. Donc, de nouveau, on y revient, l'empathie. Ensuite, ils pourront être assistés de leur IA qui accélérera et enrichira les propositions de design avant de laisser le designer sélectionner le projet qui correspond le mieux à son style en collaboration avec son client. Ensuite, nous allons achever la transition de l'ère de l'ego à celui de la collaboration. Donnez-moi le nom de designer célèbre. Bon, connu du grand public. Vous avez Anthony Gaudi, ok, Le Corbusier, vous avez Kenichiro Ashida de Nintendo, vous avez Philippe Stark, bien sûr, surtout pour son accent anglais. Usually, in life, I think my job is absolutely useless. Ou Jonathan Ive pour les produits Apple depuis l'iPod. Bon,
Maintenant, donnez-moi le nom de designers célèbres / connus du grand public de moins de 50 ans. Alors si vous ne bossez pas dans le design, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Selon moi, si vous ne connaissez pas ces noms, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas encore connus. Ce n'est pas seulement non plus parce que depuis que le design est devenu un cursus scolaire, il s'est démocratisé, voire bureaucratisé. En fait, je pense surtout que parce que le métier de designer est passé de l'ego et du génie à un process collaboratif. La collaboration, il est très important pour moi et il enrichit vraiment beaucoup mon travail. Ce que je vous ai montré avant, j'aurais jamais pu le faire tout seul. Ce travail de collaboration, je pense que j'ai un truc, j'ai envie de continuer à le faire, j'ai envie de continuer à m'enrichir et du savoir des autres et travailler tous ensemble et se tirer vers le haut. Un process collaboratif qui rassemble des personnes de plusieurs horizons, qui fait que le produit final, le résultat final, n'est plus traçable à une seule personne ou à un seul designer. Toujours en suivant ce grand mouvement de démocratisation du design, les groupes de réflexion s'organisent de plus en plus en coalition, dans laquelle vous avez des designers, des architectes, des RH, des commerciaux, des anthropologues. Et la collaboration dans ces coalitions est bien sûr favorisée par les possibilités technologiques actuelles, comme le Creative Cloud d'Adobe. Et sur ce coup-là, Apple est toujours en train de récupérer son retard sur le sujet. En même temps, vu le patron qu'ils ont eu, ils reviennent de loin. En d'autres mots, le designer n'est plus celui qui suit un projet du début jusqu'à la fin, ou celui qui n'intervient qu'à la fin pour mettre sa signature. Je sais que l'image est vieillotte et un peu d'épinal, mais son job est celui d'être le chef d'orchestre qui coordonne plusieurs outils, plusieurs origines, plusieurs horizons, plusieurs IA, et les harmonise sans tourner le dos à l'assistance. Et donc finalement, les jeunes designers doivent aujourd'hui jouer sur 3 tableaux. Se spécialiser dans l'une des nombreuses branches du design, comprendre la chance que l'intelligence artificielle peut apporter à l'enrichissement de leur style, et en même temps développer et comprendre comment leur discipline s'interface avec la technologie et les affaires. Pour cela, il suffit de voir ce que fait l'école des Gobelins d'où est issu Tirsa, en créant des binômes apprenti cuisinier de Ferrandi et apprenti photographe, ou Strat, dont vous avez vu les étudiants présenter leur projet dans Innovation Weekly 26 avec des binômes école de commerce, designer. Il y a un autre grand mouvement qui se confirme. Alors c'est pas nouveau, les professionnels le connaissent depuis longtemps, mais ça y est, les entreprises commencent à le comprendre. Le design sert à créer de la valeur et pas à faire joli. Prenez le design thinking, qui vraiment est en train de démocratiser le design à tous les niveaux de l'entreprise. Prenez également les outils qui facilitent et permettent la collaboration, et vous avez un nouveau type de design qui apparaît, qui s'appelle le business design. Et vous allez entendre de plus en plus parler de ce business design, dont l'enjeu n'est plus l'ergonomie ou l'esthétisme, mais la création de valeur. C'est pour ça que certains disent que le business design va être l'une des plus importantes compétences de l'avenir et que le design thinking, c'est très 2015 en fait, voire très 1965, mais passons. Ma définition du business design est l'utilisation de méthodes et de process du design appliqués non plus à la création de produits, mais à la création de valeur de l'entreprise. En d'autres mots, le business design cherche la création de valeur pour le client via un business model innovant, cherche la création de valeur pour les collaborateurs dans le cadre de la culture d'entreprise, de la définition de leur emploi et de la formation, et cherche la création de valeur avec une amélioration de l'expérience et de la relation client. Ce qui revient à dire que plus un designer comprendra comment fonctionne le monde des affaires, le monde du business, plus il sera valorisé. Surtout que depuis que nous sommes passés dans l'ère post-commerciale, il faut séduire avant de déployer des techniques de vente et devenir un peu plus stratège. Et le storytelling du design fait toujours son effet. Je continue à bosser sur des murs aujourd'hui, à peindre à la bombe. Et là, par exemple, c'est un mur que j'ai pu faire en Pologne, sur un mur de 14 mètres de haut. Et c'est dans le business design que j'ajouterais l'éthique, qui devrait faire de plus en plus partie du job du designer, dans ce que Scott Belsky appelle le design éthique. C'est-à-dire la prise en considération du pouvoir que peut avoir le design dans le choix que prennent les utilisateurs du produit designé. Ne parlons pas manipulation ou nudge, mais presque. Évidemment, je pense aux réseaux sociaux qui sont conçus pour vous faire perdre un maximum de temps et d'énergie et vous faire bouffer de la pub. Pour le dernier point, je laisse la parole à Scott. Design is a competitive advantage. Design is so important to a company, and it can't easily be outsourced anymore. It's so important. You have to have that designer as a leader of the team. You have to have that designer involved in every major decision.
Et si on retournait les choses à l'envers en mettant plus de management dans le design? Maintenant que le design intervient dès la conception d'un produit, le rôle du designer devient de moins en moins outsourcé et va de plus en plus trouver sa place dans les entreprises, même les plus petites. Non pas comme un dessinateur industriel, un artiste ou une star, mais de nouveau comme le facilitateur de la collaboration entre les équipes internes, les intervenants externes et bientôt les IA. Ce qui signifie qu'il doit non seulement être équipé en outils et en méthodes, mais désormais en pratique de management, pour se préparer à être au centre de la création et des décisions qui seront prises en termes de développement et de recrutement. Et ça va vraiment dans le sens de l'histoire. Le MIT a par exemple créé un cursus de design intégré et de management. Il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'ici et jusque-là. Pour les plus jeunes, vous pouvez vous abonner tout partout. Et pour les vieux, on se retrouve sur LinkedIn.